Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous société un peu particulier puisqu'on est le 8 mars. Alors l'égalité femmes-hommes est une valeur forte pour l'INSA Éducation. On y travaille toute l'année, que ce soit sur le volet formation des élèves, formation des personnels, égalité pro. Et néanmoins, on voulait quand même faire un focus particulier aujourd'hui sur l'égalité professionnelle. Alors, bonjour Michel Perrault, nous dire un peu plus. Vous êtes historienne, spécialiste reconnue dans le monde entier de l'histoire ouvrière. Il y a un petit souci technique. Voilà. Alors, je sais. Voilà, on est bon. Pardon pour ce petit souci technique. Donc, effectivement, des interviews que vous allez pouvoir visionner tout au long. Voilà, bon. Vous voyez que nous sommes en direct. Voilà. 5 heures. L'horloge. Donc, vous allez voir à travers ces différentes interviews que les inégalités professionnelles se manifestent tout au long de la carrière des femmes. Dès l'orientation à l'école jusqu'à l'âge de la retraite. De quand datent ces inégalités ? Comment et pourquoi, dès la sortie de leurs études, les femmes subissent déjà ces inégalités et pourquoi existe-t-il des inégalités dans la fonction publique? Les différences de pension existent-elles vraiment? Donc toutes ces réponses à travers des interviews. Pour la première interview, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Michel Perrault. Elle nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Voici la première interview. Alors juste avant de lancer la première interview, pour ceux qui ont l'habitude du rendez-vous société, on fait normalement un petit récapitulatif de nos articles, tous nos articles en ligne. Cette fois-ci, comme on a beaucoup de chercheuses très intéressantes, on a décidé de diffuser plus tard notre récap. Donc on lance Michel Perrault. Bonjour Michel Perrault. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste reconnue dans le monde entier de l'histoire ouvrière. Vous êtes également l'une des premières à avoir écrit sur l'histoire des femmes. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages reconnus, dont Les femmes ou les silences de l'histoire, Mon histoire des femmes et le dernier, Mélancolie ouvrière. Les femmes ont toujours travaillé, mais de façon souvent invisible. Pouvez-vous nous dire à partir de quand le travail des femmes a été reconnu comme tel et pourquoi ? Les femmes ont toujours travaillé et les sociétés n'auraient pas pu se développer sans le travail invisible des femmes. Pensons aux femmes paysannes notamment. C'est à partir de la fin du 19e siècle que l'on commence à reconnaître le salaire des femmes. Parce que d'abord, accéder au salaire a été quelque chose de très difficile pour les femmes. Il ne faut pas oublier que c'est la loi de 1906 qui autorise une femme mariée à percevoir directement son salaire. S'il était célibataire, il n'y avait pas de problème. S'il était marié, c'était le mari qui percevait le salaire. Ce n'était pas toujours le cas, mais enfin c'était quand même la loi. La loi en 1906 leur donne. Deuxième stade, être reconnu dans des professions et des métiers. Ça, c'était encore un stade supplémentaire et on comprend pourquoi les femmes se sont battues, par exemple, chez les infirmières, les sages-femmes, qui ont été parmi ou les institutrices, à avoir des diplômes, parce que c'est la seule manière pour elles qu'elles avaient de faire reconnaître un travail. Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent dans le monde du travail, ne serait-ce qu'en termes de salaire. Est-ce que pour les femmes, le travail est source d'émancipation ? Je répondrai positivement oui. Peut-être en disciple de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir voyait dans le travail l'émancipation des femmes. Oui, c'est une source d'émancipation des femmes parce que ça les rend indépendantes. Tant qu'on est dépendant d'un père, d'un mari, etc., on ne peut pas véritablement être indépendant. Donc le salaire, même s'il est modeste, c'est une forme d'indépendance économique et c'est une forme de reconnaissance sociale. Donc il est absolument essentiel pour les femmes et les jeunes filles de penser à avoir un travail. Historiquement, les institutrices ont été parmi les premières à s'engager dans le syndicalisme et le féminisme. Aujourd'hui, on peut penser que ces deux mouvements sont en perte de vitesse. Qu'en pensez-vous ? Elles ont eu, les institutrices, un rôle absolument historique, de pionnières, parce que c'est dans le milieu d'instituteurs et d'institutrices qu'on a eu pour la première fois, dès les années 1920, égalité salariale.
première fois. Et donc c'est très important. Leur legs est considérable. Il a essaimé dans toute la société. Peut-être maintenant n'ont-elles plus le rôle pilote qu'elles avaient à ce moment-là, mais je pense que leur héritage est considérable. Merci beaucoup, Michel Perrault. On va maintenant entendre Anne Boring, économiste sur les sorties d'études. Bonjour Anne Boring. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Erasme de Rotterdam et chercheuse associée à Sciences Po. Vous avez écrit un article sur les inégalités professionnelles dès la sortie de l'université paru dans Le Monde du 1er décembre 2017 qui s'appuie sur vos recherches. Vous avez montré que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes se manifestent dès la sortie des études et cela quel que soit le parcours. Comment est-ce possible ? Alors il y a deux façons de voir le problème. Il y a d'une part le problème des recruteurs, donc ceux qui vont embaucher les étudiants qui sortent diplômés de master notamment, et qui peuvent avoir des anticipations par rapport à un investissement personnel des hommes et des femmes qui va être différent. Il y a notamment cette question de ce que les entreprises peuvent anticiper le fait que les femmes risquent de sortir du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants et du coup les entreprises peuvent vouloir investir moins dans des employés femmes que dans des employés hommes. Alors ces croyances ne sont pas forcément justifiées, l'impact d'une maternité sur une carrière professionnelle ou sur une entreprise ne va pas forcément être énorme, mais en attendant c'est quand même une croyance qu'une entreprise peut avoir vis-à-vis de ses futurs salariés. Par ailleurs, il y a aussi la formation des étudiants et des étudiantes et les universités ont aussi un rôle à jouer pour mieux former les femmes à leur entrée sur le marché du travail. Alors, il y a la question par exemple, la négociation salariale. Donc on sait que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes, c'est quelque chose qui est plutôt intériorisé. Elles peuvent aussi accepter plus facilement un premier poste, quel qu'il soit, en se disant voilà qu'à partir de là, elles vont pouvoir construire la suite de leur trajectoire. Mais en fait, ce premier poste est extrêmement important, notamment parce que les entreprises, souvent lorsque l'on change de carrière ou de poste, elles vont demander quelle était votre rémunération précédente. Donc ce premier emploi est extrêmement important parce qu'il permet de définir en fait l'ensemble de la trajectoire ou en tout cas le tout début de carrière. Et quand on commence sa carrière en étant sur une position d'inégalité, en fait ces inégalités elles ont tendance à se creuser sur l'ensemble du parcours. Donc voilà, il y a des facteurs qui sont à la fois dus aux entreprises qui recrutent, mais aussi évidemment aux étudiants et aux étudiantes qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que les établissements supérieurs ont un rôle à jouer pour atténuer une telle situation ? Les établissements de l'enseignement supérieur ont un rôle extrêmement important à jouer. Elles sont, pour beaucoup, investies dans la formation de leurs étudiantes et de leurs étudiants pour développer leurs connaissances et leurs compétences, mais pas forcément toujours bien équipées pour former les étudiants et les étudiantes pour les préparer à leur début de carrière, donc vraiment leur entrée sur le marché du travail. Or, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire que, en gros, à l'université, les filles et les garçons se disent, voilà, pour progresser dans mes études, je vais avoir des bonnes notes, et grâce à ces bonnes notes, on va voir que je suis quelqu'un de compétent, et je vais pouvoir passer d'une année à l'autre, avoir mon diplôme, et ma compétence va être reconnue. Sur le marché du travail, ça se passe pas exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les notes pour montrer qu'on est quelqu'un de compétent. Faut faire savoir qu'on est compétent. Là aussi, il y a des stéréotypes de genre. On observe assez fréquemment dans les entreprises, c'est que les jeunes hommes, ils vont dire voilà, moi c'est super, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc du coup, on va penser qu'ils sont peut-être plus compétents que des femmes qui vont rester un peu plus discrètes. En moyenne, évidemment, il y a des femmes qui ne le sont pas, il y a des hommes qui sont discrets. Les universités, qu'elles doivent se mieux former, finalement, même l'ensemble de leurs étudiants pour qu'ils comprennent en fait comment ça va se passer sur le marché du travail. Alors ça va peut-être en moyenne aider plus les femmes parce que c'est elles qui sont plus à un désavantage, mais ça peut aussi évidemment aider des hommes qui eux-mêmes ne se rendent pas compte de ces dynamiques. Merci Anne Boring, à bientôt. Merci beaucoup. Oui, nous direct. Alors beaucoup de réactions aujourd'hui sur ce thème qui intéresse beaucoup. Et oui, Martine, tu as raison, sur le machisme dans l'enseignement supérieur et le sexisme. D'ailleurs, l'an dernier, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait le hashtag
Paye ta fac, qui mettait justement un peu en avant toute cette problématique du sexisme dans l'enseignement supérieur. Et puis, pour répondre à Magali, effectivement, il y a une vraie inégalité aussi en termes de distribution des IMP dans l'éducation nationale. Et le dernier rapport de situation comparée, celui de l'année dernière, montrait bien qu'encore aujourd'hui, alors là, si on prend juste le cas des enseignants premier et second degré, qu'à quotité horaire et à catégorie égale, eh bien les hommes gagnaient environ 8% plus de salaire que les femmes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Alors maintenant, on va tout de suite écouter donc Catherine Marie, à moins que Karine ait peut-être quelque chose à ajouter. Non, moi je suis très heureuse de voir que vous êtes très nombreux à nous regarder, à faire des commentaires. Continuez, on y répond, donc continuez encore à faire des commentaires. Je vois que Fabienne nous suit dans le TGV. Prenez exemple, c'est possible, vous voyez, avec la Wi-Fi, de nous suivre aussi également en direct actuellement donc dans le TGV. Bravo Fabienne. Et puis oui, tout de suite, Catherine Marie, donc co-auteur de son dernier ouvrage donc, qui est paru en octobre, Le plafond de verre et l'État, et qui va nous parler de la fonction publique. Bonjour Catherine Marie. Bonjour. Vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, Centre Maurice Halbwachs, et vous avez accepté de répondre à nos questions, merci. Je vous en prie. Si les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, elles perçoivent pourtant à temps plein une rémunération inférieure de 19% à leurs homologues masculins. Quelles sont les causes d'un tel constat selon vous et votre équipe de recherche ? Alors la principale cause de ce constat nous semble résider dans un phénomène qu'on connaissait un peu mais qui nous a surpris par son ampleur, c'est le système de primes qui font partie intégrante du salaire, en tout cas une partie importante du salaire, et qui sont très opaques et souvent mal connues d'un ministère à l'autre. Or, ces primes, à poste équivalent, varient considérablement selon les domaines d'activité de la République, les types de ministères, les types de fonctions occupées. Et comme par hasard, ça ne vous surprendra pas, ce sont les fonctions et les ministères dans lesquels les hommes sont largement majoritaires et dominants, les ministères dits régaliens, de l'autorité, de l'ordre, ou les ministères techniques, ou les ministères financiers, qui sont de loin les plus lucratifs. En revanche, les ministères et les fonctions dans lesquelles les femmes sont très nombreuses, et quelquefois elles choisissent par goût ou par vocation, alors que les hommes ont tendance à les fuir, comme l'éducation nationale, que vous connaissez bien, la santé, les affaires sociales, la justice, bref, tous ces ministères-là, dans tous ces ministères-là, les primes sont nettement moins élevées pour un niveau de qualification équivalent et de poste équivalent. C'est ce qu'on appelle, dans un autre jargon qui n'est pas très joli, la ségrégation horizontale. Et la deuxième raison, elle réside dans ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire le fait que les femmes font des parcours de carrière moins évolutifs, elles accèdent moins vite et moins souvent aux postes les plus élevés. Les femmes sont également bien souvent absentes aux positions de cadre supérieur et dirigeants, en cause le plafond de verre. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène et à quoi est-il dû ? Là aussi, dans notre ouvrage et d'une manière générale, on distingue deux séries de facteurs ou de causes. Les premières tiennent un peu à l'extérieur du monde économique ou de l'organisation, qui est celui de la socialisation, l'éducation dans la famille d'une part, puis ensuite à l'école, qui conduit à ne pas former de la même manière filles et garçons. Même si un idéal d'égalité est revendiqué aussi bien à l'école que dans la famille aujourd'hui, dans les pratiques, on continue à ne pas éduquer de la même manière filles et garçons. Et pour aller vite, on a tendance à penser que les filles, certes, doivent aujourd'hui réussir scolairement et professionnellement, ce qui est nouveau, dans une palette de métiers beaucoup plus variée qu'autrefois, mais on continue à penser qu'elles ont aussi un rôle de mère et d'épouse à jouer dans la vie, et que donc leur carrière ne doit pas primer. Il doit y avoir un équilibre entre les deux, équilibre tout à fait conflictuel bien entendu. Et du côté des hommes au contraire, ce qui reste primordial, c'est la réussite professionnelle, parce que ce qui est important pour eux, c'est d'assurer l'avenir économique de leur famille. Voilà, donc il y a ces mécanismes-là qui jouent aussi bien dans la famille qu'à l'école. Et puis, au sein même des organisations, et c'est ce qu'on a voulu développer dans l'ouvrage, on observe des mécanismes et des processus qui conduisent à pénaliser les femmes, à nuire aux carrières des femmes. Et pourquoi ? Parce que c'est des modèles de carrière qui ont été conçus pour des hommes libérés de toute contrainte domestique, parce qu'ils ont des femmes qui s'occupent d'eux et tout ça. Donc, or, c'est plus le cas le plus souvent, parce qu'ils sont avec des femmes qui travaillent, mais quand même.
Mais c'est des modèles de carrière où il faut se vouer complètement, surtout dans les postes de direction. Il faut se vouer à son travail sans compter son temps, rester tard le soir, accepter des mobilités géographiques, tout critère et tout mécanisme, notamment pour des promotions, les mobilités géographiques, qui sont bien entendu plus difficiles à respecter et qui pèsent plus sur les femmes. Alors, d'après vous, quelles sont les pistes à exploiter pour changer les choses ? Mettre au jour ces énormes différences selon ces fameux secteurs dits féminins et masculins qui sont complètement sous-estimés. Je pense que ça serait important que ce soit moins opaque et plus clair de savoir combien on gagne, plutôt que d'avoir que des statistiques tellement regroupées qu'on voit rien. Ça éclairerait peut-être un peu mieux les décisions des femmes, ne se rendent peut-être pas compte à quel point, alors quand elles sont excellentes élèves et qu'elles vont vers des secteurs qui sont si mal payés. Voilà. Donc ça, c'est un premier... Et puis surtout, de rééquilibrer, parce que c'est d'une profonde injustice. Ça se justifie que par ce préjugé en faveur des activités dites masculines. L'intérieur, la défense, la technique versus, comme si la santé, l'éducation n'étaient pas des missions essentielles pour la société. Et le deuxième, évidemment, c'est de bouleverser ce système d'horaire, cette emprise du travail professionnel. C'est normal que dans les postes de responsabilité, on soit très occupé, mais cette rigidité des horaires, c'est le côté inflexible et rigide. Parce que, par exemple, dans nos métiers, on travaille autant au point de vue du nombre d'heures, mais il y a un peu plus de flexibilité. Et le problème, il est là, c'était très rigide et c'est pas forcément utile. Alors là, la deuxième piste, ça serait regarder ce qui se passe ailleurs. Dans les pays nordiques, sont très sensibles à l'égalité et on sort beaucoup plus tôt du travail. On n'a pas des horaires invraisemblables. Merci beaucoup, Catherine Marie. Vraiment, vos témoignages en direct sont très très intéressants sur les salaires, sur l'évaluation aussi. On peut imaginer que peut-être qu'avec les nouveaux entretiens PPCR, les encadrants seront formés à justement ne plus évaluer les hommes et les femmes différemment, mais bien prendre en compte cette question-là. Oui, plus de transparence sur les inégalités salariales dans la fonction publique, sur les primes, effectivement, Magali. Exactement. Et tout de suite, pour conclure, pour terminer, une dernière interview de Dominique Meurs qui donc s'est penché sur les écarts de pension entre les hommes et les femmes, et vous pourriez bien être surpris de ces différences. Bonjour Dominique Meurs, vous êtes professeur à l'université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, chercheur à l'Economics, chercheuse associée à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Vous avez travaillé sur les états de retraite entre les hommes et les femmes dans le privé et le public. Titre de votre dernière étude, qui est paru suite à un partenariat entre l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et l'UNSA Éducation. Quels sont, selon vous, les écarts de pension entre les hommes et les femmes ? Les écarts de pension entre les hommes et les femmes, c'est une question à la fois simple et compliquée, comme quand il s'agit toujours d'écarts de pension ou de retraite ou de salaire entre les femmes et les hommes. Alors, si on se concentre sur les pensions de droit direct, c'est-à-dire celles issues des carrières menées par les femmes et les hommes, l'écart moyen en France est autour de 60%. Si on détaille un petit peu les choses, il faut d'abord distinguer le secteur public, l'État, et le régime général, le secteur privé. Dans le régime général, c'est-à-dire les carrières menées principalement dans le secteur privé, l'écart est beaucoup plus accentué entre les femmes et les hommes, c'est de l'ordre de 55%. Retraite des femmes sont en moyenne un peu plus de la moitié de celle des hommes. Si on regarde la fonction publique, et en prenant la fonction publique d'État, les écarts existeront, mais seront beaucoup moins marqués. La retraite moyenne des femmes dans la fonction publique est de l'ordre de 80% de celle des fonctionnaires retraités. Si on regarde maintenant la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, là on va avoir un écart intermédiaire de l'ordre de 70-75%. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois chiffres ? Essentiellement les durées validées et les salaires de référence. À savoir que dans le secteur privé, les femmes retraitées ont très souvent des carrières incomplètes, n'ont pas validé tout leur trimestre, ou une partie de leur trimestre ont été validées mais non travaillées, validées au titre des enfants, donc ce qui a atteint leur salaire de référence. Alors que dans la fonction publique, surtout la fonction publique d'État, les carrières sont beaucoup plus continues, et donc les femmes et les hommes valident tout leur trimestre. Pas tous, mais la majorité valide tout leur trimestre. Et donc tout l'écart qui résiste
dans la fonction publique d'État entre les femmes et les hommes tient essentiellement aux écarts sur les rémunérations, les salaires de référence. Il faut ajouter que les dispositifs institutionnels, comme les minima, que ce soit pour les retraites privées ou pour les retraites publiques, vont un petit peu corriger cet écart, puisqu'ils vont bénéficier davantage aux femmes qu'aux hommes, puisqu'elles ont des retraites plus incomplètes et des retraites plus basses, mais finalement c'est marginal. Ça affecte un petit peu, mais c'est marginal. Et donc, les faits fondamentaux, c'est toujours durée de contribution et salaire de référence. Est-ce qu'une évolution est perceptible depuis ces dernières années? Alors, ça, c'est une question un peu difficile, mais on a pu regarder à intervalle de 4 ans, c'est-à-dire les retraités qu'on regarde en 2008 et en 2012. Donc, du coup, on a pu regarder à âge égal, c'est-à-dire ceux qui avaient 70 ans en 2008, on va les comparer à ceux qui ont 70 ans en 2012. Donc, on a des gens, on compare qui ont le même âge, mais qui n'ont pas traversé les mêmes périodes de carrière. Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement une tendance au rapprochement, surtout pour les âges les plus élevés. Ça tient à l'évolution qui s'est passée dans l'après-guerre, c'est-à-dire que plus de femmes ont participé au marché du travail dans les années 60, elles sont rentrées massivement sur le marché du travail, et il y a eu une période où il y a eu plus de carrières complètes, moins de risques de chômage, d'interruption de carrière. Et donc ça a eu un effet très positif sur les générations qui avaient en 2012 environ plus de 66 ans. Mais c'est quand même un effet pas extraordinaire, c'est-à-dire ça s'est un peu rapproché. Pourquoi? Parce que dans le même temps, les hommes ont aussi progressé en termes de salaire de référence, et donc en durée également, et donc eux aussi ont des retraites qui sont meilleures que les générations antérieures. Donc l'écart s'est un peu réduit, mais pas de façon spectaculaire. Je vous remercie beaucoup pour cet échange et puis j'espère que nous en aurons d'autres. Merci. Merci. Alors nous revoilà. Pour terminer, et comme vous êtes en direct, on vous propose un petit quiz sur la question des inégalités femmes-hommes, afin de prendre un petit peu la mesure, si on ne l'a toujours pas prise après ces interviews, des inégalités femmes-hommes. Alors Martine, concernant... Alors, première question. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer d'activités professionnelles sans le consentement de leur mari en 1925, 1945, 1965 ou 1985. Alors Martine, sa maman qui demande c'est quoi le cadeau? C'est une surprise. Mais de t'enrichir intellectuellement. T'es un enrichissement. Faut répondre de toute façon Martine pour avoir le cadeau. Voilà, alors 1925, 1945, 1965 ou 1985. Alors Pierre Château a répondu 1965. Qui dit mieux? Ou moins ou pareil, ou qui est d'accord? Voyons. Les femmes peuvent gérer leurs propres biens et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Martine aurait dit 1945. Eh bien la réponse? C'est 1965. Pierre, tu as gagné. Pierre, 1 point pour Pierre. Deuxième question. Parmi les femmes en emploi, quelle proportion d'entre elles est à temps partiel? Donc parmi les femmes en emploi, quelle proportion d'entre elles est à temps partiel? 5%, 10%, 20% ou alors 30%? 5, 10, 20, 30. Martine, c'est son année de naissance. À qui? À Pierre? À Pierre. Non, c'est 1945, je crois. Alors, Martine dit 20%. 20%, le taux d'activité, donc non, ça serait la proportion des femmes à temps partiel, 20%. Delphine dit 20%, et bien non les filles, c'est 30%. Et oui, 30%. C'est assez énorme et c'est ce qui d'ailleurs justifie par la suite les écarts, enfin, qui est l'un des facteurs des écarts si importants de pension entre les femmes et les hommes. Alors justement, nous y venons, la retraite moyenne d'une femme. Alors on va voir ceux qui ont bien écouté l'interview de Dominique Meurs. Donc attention, aujourd'hui en France, la retraite moyenne d'une femme est inférieure à celle d'un homme d'environ
10%, 20%, 30%, 40%. Et oui, Delphine, hein, ça fait peur, oui. Alors, donc 10%, 20%, 30%, 40%, les différences de pension, l'écart à celle des hommes, inférieure de combien? Voyons. Alors attendez, on regarde en même temps. Voilà, donc c'est l'optimisme de l'UNSA, oui, si tu as raison. Alors, les pensions, privées ou publiques? Ah ben là, on est sur un global, justement. On est vraiment sur le global. Oui. Alors, 20% de moins, Pierre. Delphine, 10%. Dis donc, vous êtes optimiste quand même. Et je vois c'est l'optimisme de l'UNSA, comme dit Martine. Pas écouté. C'est l'optimisme de l'UNSA. Il y en a qui n'ont pas bien écouté l'interview de Dominique Meurs. Eh bien non, c'est 40% en moyenne. Fonction publique et régime, le régime général, la moyenne c'est 40%. Donc c'est plus dans le privé, c'est un peu moins dans la fonction publique, mais la moyenne c'est bien 40%, donc ce qui est quand même un écart énorme. Ah Tiffaine, bienvenue Tiffaine, je vois que tu arrives. Tu arrives pour le quiz. Donc Delphine, non, elle n'était pas là avant, d'accord, mais maintenant tu sais, tu pourras regarder. Non mais alors, donc justement ça tombe bien parce que vous allez pouvoir les revoir, ces interviews, sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation, et nous avons en plus donc un onglet spécifique pour le secteur société. Ce sont les interviews du secteur société, donc vous pourrez revoir celles-ci, mais aussi en voir d'autres que nous vous invitons bien entendu à visionner et à partager. Donc n'hésitez pas à les partager. Eh bien on continue dans la sphère privée maintenant. Martine. Alors, selon vous, voilà, selon vous, temps quotidien moyen accordé par une femme salariée aux tâches domestiques. Donc, c'est les tâches domestiques pour une femme salariée. Quotidien. 1h29, 2h06, 2h45 minutes ou 3h27 minutes. Bon, c'est une moyenne. Alors, 1h29, 2h06, 2h45 ou 3h27 par jour. Ah bonjour Mickaël. Ah bah super. Tiffaine, je suis en voiture. Fais attention. Non mais qu'est-ce qu'elle... Non, je comprends. Vouloir regarder à tout prix le rendez-vous société, mais c'est un petit peu dangereux en voiture quoi. On a une première réponse sur cette question. Pierre nous propose 2h06. 2h06 de tâches. C'est un peu léger, Delphine, 2h45. On s'en rapproche, c'est 3h27. 3h27. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec les hommes salariés. Et est-ce qu'à votre avis, les hommes salariés, c'est 1h29, 2h06, 2h45 ou 3h27 en sachant que pour les femmes, c'est 3h27. Donc pour les hommes pour les femmes salariées. Donc, et pour les hommes salariés, alors, c'est cet écart qui est intéressant. Moi, c'est 4 heures. Martine, c'est bien là. C'est bien. Elle est lente, Martine. Voilà. Ah, Samy, bonjour Samy. Salut Samy. Samy Driss. Bienvenue. Alors, voyons la différence. Alors, Magali propose 2h45 pour les hommes. Eh bien, qui dit mieux, qui dit moins bien. 1h29. Ah, mais ça dépend des hommes en même temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est une moyenne globale. Eh bien, c'est 2h06. 2h06 pour les hommes salariés et 3h27 donc pour les femmes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence d'un peu plus d'1 heure entre les hommes et les femmes salariées. Donc, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est fatigant. Je suis d'accord avec toi. Et 1 heure, tu dis, Mickaël? Non, tu peux augmenter un peu plus. Allez, jusqu'à 2 heures. Et voilà. Alors, eh bien, écoutez, et une dernière, puisque vous savez que la grande cause nationale, ce sont la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, un petit rappel avec cette question. Quel est selon vous le nombre de femmes décédées sous les coups de leur conjoint durant l'année 2015? Est-ce que c'est 5 femmes décédées sous les coups de leur conjoint en 2015? Est-ce que c'est 55? Est-ce que c'est 85 ou est-ce que c'est 115? Donc un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder. Alors voyons. Combien de femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint l'année 2015? Pierre nous dit 55. Martine 115. Et oui Martine. Et Martine, tu as c'est raison. 115. C'est-à-dire qu'une femme, voilà Martine, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari.
Voilà, donc un sujet pour lequel on aura l'occasion d'ailleurs de revenir. Voilà. Eh bien, merci à tous Oui, et à toutes. merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été si nombreux. Et c'est super en fait. Hein. Je vois qu'il y a eu plein de commentaires et que vous avez tous été au rendez-vous. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre le lien de la chaîne YouTube sur lequel vous pourrez visionner toutes les interviews. Et nous avons eu donc la chance d'avoir, en plus de l'interview pour le rendez-vous société, des entretiens, plusieurs questions que nous avons posées à Michel Perrault. Donc vous pourrez trouver l'ensemble de ces réponses à nos questions, l'ensemble de cet entretien sur la chaîne YouTube. Elle nous a entre autres parlé de son dernier ouvrage, Mélancolie ouvrière, mais également du comment et du pourquoi elle en est venue à l'histoire des femmes en particulier. Voilà. Il y a aussi une interview en plus que vous pourrez visionner, c'est celle d'Edith Marbet-Jules qui va nous parler géographie, division sexuée de l'espace public et qui est fort intéressante aussi, donc vous pouvez la retrouver. Et puis vous pouvez bien évidemment retrouver notre récapitulatif des articles à ce moment-là, celui qu'on n'a pas fait directement aujourd'hui. Et nous, si vous voulez, le 22 mars, on se retrouvera en direct pour un rendez-vous société de nouveau. Alors voilà. Le 22 mars, une semaine aussi très spéciale, et donc un rendez-vous très spécial puisque ça sera la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, donc pareil, des interviews et des intervenants qui seront... on vous dit pas tout, mais quand même super intéressant, hein, comme d'hab. À très bientôt. À très bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.